Ok. Et- On surveille le chat et on te laisse te présenter. Et puis, si, en fonction des circonstances, on t'interrompra ou pas, Yvan. Donc, Voilà, n'hésitez pas. et Sacha seulement, j'ai je vais fait arrêter le partage, oui, ouais. pour Oui, voilà, laisser. je vais faire mon partage à moi parce que j'ai fait j'ai quelques Tout à petites fait. choses, voilà. Et puis c'est parti. Donc je coupe ma caméra aussi, hein, que je rallumerai lorsqu'on sera en question-réponse, évidemment. Alors, on y va, on partage, tac. Tac. Donc, merci à tous déjà de votre présence et de l'intérêt, de l'attention que vous apportez à ce sujet, hein, qui concerne, comme Christian l'a introduit, la digitalisation du transport de fret. Donc, mon objet aujourd'hui est de vous donner un état de l'art de ce qui existe en termes de solutions digitales qui sont dédiées au transport de fret, de sorte à ce que vous puissiez vous faire une idée de ce que vous auriez, quel parcours, quelle trajectoire vous devriez suivre si vous mettiez dans vos projets prioritaires celui de digitaliser vos activités de transport. Comme vous allez le voir, la situation a beaucoup changé ces 5 dernières années et il est intéressant justement que je partage avec vous cette évolution digitale parce qu'elle va vous ouvrir de nombreuses opportunités. Alors, quelques mots sur BP2R, le cabinet conseil que je représente. Donc BP2R est un cabinet supply chain qui a une particularité, c'est que nous n'intervenons que sur la performance transport. Dans les missions telles que vous les voyez à l'écran, pour les chargeurs, on définit évidemment des stratégies de transport à 5 ans, on fait du network design avec la priorité sur les flux. Vos flux, on a des capacités à benchmarker, des pratiques et des prix, parce qu'on a une longue histoire, donc on a beaucoup de données pour le faire. On sait identifier des leviers techniques d'organisation et aussi des leviers d'achat. On mène à peu près une vingtaine d'appels d'offres au transport pour le compte de nos clients chargeurs par an. On a traité des problématiques de pooling avec un certain nombre de nos clients. On a une dimension overseas avec la douane, l'import-export. Et on est de plus en plus amené à travailler sur des dimensions RSE, l'exploration de modes de transport alternatifs. Et nous sommes à ce titre d'ailleurs partenaires de Fret 21 pour tenter avec déjà certains clients de mener des actions de réduction des gaz à effet de serre. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce que vous avez en violet que j'ai mis en un petit peu plus grand, c'est la digitalisation de vos activités de transport. Quelques mots, on est 85 experts, plutôt internationaux. La moitié de nos missions, notre chiffre d'affaires est plutôt porté à l'international, beaucoup en Europe et de plus en plus sur les États-Unis. Le cabinet existe depuis 2006, donc depuis ces années-là, on a fait à peu près 500 projets, dont 240 sur 240 clients. Voilà. On a à peu près 70 nouveaux projets en moyenne voilà, sur ces 3 dernières années. Et moi, je fais à peu près voilà, entre 6 et 8 projets digitaux par an. La donnée est essentielle, on a acheté des outils pour traiter cette donnée évidemment, on est très lié aux transporteurs, avec un réseau de plus de 7000 transporteurs en Europe, et pour certains de nos clients, effectivement, on fait de la veille marché. Je vous donne un éclairage de quelques-uns de nos clients qui nous ont fait confiance. Ce que vous voyez effectivement en rose, ce sont ceux pour lesquels j'ai mené des missions de digitalisation, soit le choix, soit la construction d'une roadmap digitale, où est-ce qu'il faudrait aller, dans quel sens, soit d'aller directement dans des projets de choix de TMS à travers des appels d'offres notamment, soit des missions de transformation, lorsque les solutions logicielles étaient installées et qu'il s'agissait de les mettre en œuvre. Je les ai aussi accompagnés. Voilà. J'ai travaillé sur des budgets allant généralement de 20 millions annuels par an d'euros en budget transport jusqu'au plus gros à 1 milliard. Voilà. Et généralement, en moyenne, mes clients sont entre 40 et 60 millions d'euros de budget annuel transport. On va dire à partir de 20 millions de budget annuel transport, vous arrivez, on va dire, à amortir, à avoir un ROI, on va dire, assez intéressant sur une solution de type TMS. En deçà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, première information que je voulais vous donner. Alors, le menu du jour, même si les restaurants sont fermés, voilà ce que je vous propose. Je vais vous donner quelques axes de la digitalisation du transport à date, enfin en histoire et en date. Puis on regardera 3 types de solutions logicielles. L'historique, les logiciels historiques que sont les TMS et que vous devez connaître probablement. Puis les CMS que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui sont les stations chargeurs, mais dont je voudrais vous faire un éclairage aussi. Et puis enfin les Transport Management Platforms, qui sont les plateformes, les nouvelles plateformes digitales de transport qui depuis ces 5 dernières années se sont multipliées et dont je voudrais vous faire part et surtout partager avec vous de ce qu'elles peuvent vous apporter d'un point de vue fonctionnel. Et enfin, je terminerai par quelques notions de trajectoire digitale que vous pourriez suivre si vous étiez amené évidemment à lancer un projet de digitalisation de vos activités de transport.
Digitalisation du transport, un peu d'histoire. L'histoire de la digitalisation, effectivement, va avec l'histoire de l'informatique, hein. C'est une histoire courte, hein, elle a commencé dans les années 80, dès lors que les personal computers, hein, les PC, ont été inventés. Avant cela, on ne pouvait pas véritablement parler d'informatisation des entreprises. C'était réservé à quelques grandes universités ou très grandes entreprises seulement. Donc les années 80 ont été effectivement les années à partir desquelles les solutions digitales transport sont apparues, avec notamment, et peut-être que certains d'entre vous l'ont pratiqué déjà à l'époque, la bourse Lamy, qui a été créée effectivement à partir de 1984, lorsque la France a abandonné sa fameuse TRO, hein, cette tarification routière obligatoire, où c'était l'État qui fixait en fait les prix du transport routier en France, et où les transporteurs s'arrêtaient dans des bureaux d'affrètement sur les routes et allaient chercher donc les missions pour ensuite les exécuter. Lorsque le marché s'est ouvert à la concurrence, et bien Monsieur Lamy qui a eu l'idée sur le Minitel, effectivement, de créer une bourse de fret sur laquelle il a réuni effectivement l'ensemble des prestataires de transport. Et ça a été le premier axe, évidemment, de digitalisation donc, du transport en France et qui a donné lieu effectivement à l'organisation d'échanges d'informations entre les prestataires, soit de capacité, soit de fret. Mais par ailleurs, déjà des éditeurs ont commencé à ouvrir des TMS, soit pour les transporteurs, soit pour les chargeurs. DDS déjà à l'époque en 85, Microtrans peut-être que vous connaissez en 95, des Américains comme JDA ont commencé, ou Descartes, des Canadiens. Donc déjà, vous commenciez à avoir donc des solutions de transport qui se sont créées. Pourquoi? Parce que 1985 aussi, c'est la création de la norme EDIFACT, donc l'EDI, hein, le EDIFACT Fact pour Administration, Commerce and Transport. Donc l'EDI a été créé en 1985 et le fait en fait d'allier un échange d'informations possible, un échange de données entre des transporteurs et leurs sous-traitants ou entre des donneurs d'ordre et les transporteurs, ça a permis évidemment de se dire bah, si je veux faire de l'EDI, il me faut des solutions logicielles pour ça, et ça a lancé les TMS auprès des transporteurs. Le GTF, hein, ce que vous connaissez probablement, hein, l'organisme qui soutient le développement de l'EDI en France, a été créé d'ailleurs, je crois, dans ces années-là, et a été porteur de ces actions donc de digitalisation du transport. Il y avait déjà à l'époque, en 85, 5 messagers français, dont Maury, je crois, et Calbert étaient déjà présents pour évidemment faire la promotion de ce type d'activité. Les années 90, ça s'est poursuivi, de nouvelles bourses de fret sont apparues, WTransnet pour l'Espagne, Timocon pour l'Allemagne, Nolis en France, qui était un concurrent donc de Téléroute. Parce que les années 90, le virage qu'il y a eu, c'est que 1995, c'est l'avènement du World Wide Web, hein, avec cette problématique particulière. Qu'est-ce que la révolution du www point? Ça a été la possibilité d'associer l'image, le son et le texte de façon simultanée. Et quand cette technologie est arrivée, bah, ça a ouvert à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toutes nos technologies Internet, les plateformes, les réseaux 2.0, 3.0, 4.0, le streaming, etc., etc. Donc toute cette révolution Internet est arrivée à la fin des années 90 et a poussé effectivement, on va dire, une première digitalisation du transport qui, dès les années 2000, on a commencé à assister à la première création des premières plateformes collaboratives. Transporeon et Transwide, effectivement, datent du début des années 2000 et existent toujours aujourd'hui, hein. Ce sont des plateformes digitales qui ont pratiquement 20 ans d'expérience, mais aussi les années 2000 ont été quelque chose de très important et qui a permis notamment aujourd'hui de permettre le contrôle donc, de la traçabilité des camions, c'est l'informatisation des camions en informatique embarquée, avec l'apparition de sociétés telles que Transix, Veco aujourd'hui ou Trimble, et puis aussi de la traçabilité overseas avec Marine Traffic, puisque dans les années 2000, les navires ont été obligés de mettre des bornes IAS à bord pour qu'ils soient géolocalisés en tout temps. Alors, ce n'était pas pour faire de la traçabilité, mais c'était surtout pour éviter à ce qu'ils se rentrent dedans. Mais on a eu de la géolocalisation maritime aussi à la fin des années 2000, et avec FlightTower et donc la plateforme Traxon, on a eu aussi de la traçabilité des aéronefs. Donc, fin des années 2010, vous avez effectivement des solutions TMS, vous avez les premières plateformes digitales et des systèmes qui permettaient effectivement de géotraquer les véhicules de transport. Puis les années 2000 arrivent, on verra qu'elles ont changé pas mal de choses dans la mobilité, mais surtout, elles ont commencé à voir poindre ces premières plateformes digitales qui, à partir de 2015, ont explosé dans le monde entier et notamment en Europe. Et l'éclairage notamment que je veux vous faire aujourd'hui portera sur ces plateformes qui sont tellement nombreuses aujourd'hui que je considère que pour vous, la visibilité n'est pas forcément la plus évidente et le choix encore moins. Donc voilà pour l'histoire.
Autre élément, je pense, d'histoire qui est important aussi à souligner, c'est que la maturité digitale des prestataires de transport a évolué depuis les années 90. Dans les années 90, les transporteurs, il y avait à peu près, allez, à peine 20% du personnel chez les transporteurs qui était digitalisé, qui avait un terminal informatique et qui était généralement un PC. En fait, vous n'aviez l'informatique que dans l'agence, à partir des personnes, des dispatchers, des affréteurs, qui étaient dans l'agence et qui avaient un TMS et qui travaillaient sur ce TMS. À partir de la fin des années 90, on a commencé à avoir de l'informatique de quai. Donc là, on a commencé à mettre de l'informatique sur les quais, notamment avec les codes barres, pour flasher en arrivage et en départ ce qui passait sur des quais, soit des quais de plateformes de transport, soit à partir de quais logistiques. Et ça a commencé à passer, à multiplier quasiment par deux le nombre de personnes avec des terminaux, puisqu'on est passé à presque 50% des personnes chez les transporteurs qui avaient des terminaux, puisque le gars de quai avait un pistolet pour flasher, notamment les codes barres et puis quelques ordinateurs déjà sur les quais. Comme je vous ai dit, les années 2000 ont été les années de l'informatisation des véhicules. On a porté l'informatique dans les camions, notamment, avec de l'informatique embarquée. Et puis le début des années 2010, c'est l'avènement des smartphones, avec notamment la 3G. Et puis assez rapidement la 4G, qui ont permis effectivement de porter de l'informatique mobile. Donc là, on a digitalisé le chauffeur, et grâce à ce smartphone, il peut faire des actions en direct, en face du réceptionnaire, le faire signer électroniquement, prendre des photos s'il y a des avaries sur les produits, et puis bien sûr, être aussi géotraqué, lui, à travers ce style de smartphone. Si on prend du yard management, par exemple, lorsque vous êtes un camion et sur site, on géolocalise le camion par l'informatique embarquée, s'il en a, et on géolocalise le chauffeur qui est peut-être parti manger au restaurant à côté par son smartphone. Voilà. Les années 2015 commencent à arriver avec ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets. Donc, ce sont des capteurs que l'on positionne soit sur des contenants, des palettes ou même des conteneurs, les smart conteneurs. Je ne sais pas si vous en avez affrété, mais vous commencez à voir Maersk notamment qui pousse pas mal ce système-là, qui est de non plus faire toute la traçabilité maritime à travers le navire, mais le faire directement à partir d'une puce présente sur le conteneur. Ça permet notamment d'avoir une meilleure traçabilité lorsque ce conteneur, bien sûr, est sur un quai portuaire lorsqu'il a quitté le navire. Et puis enfin, aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir de l'information directement sur les produits. Par exemple, les vaccins Pfizer qui doivent être transportés à moins 110 degrés, vous avez des puces actives dans les cartons pour pouvoir savoir si effectivement, durant tout le transport, eh bien, la température des moins 70 degrés a bien été respectée ou pas. Et si tel n'est pas le cas, et si le produit a été mis dans des zones de chauffe trop longtemps, on pourrait être amené à le sortir, bien sûr, du circuit de distribution et de vaccination. Mais j'ai travaillé par ailleurs, par exemple, avec un industriel américain qui livrait des palettes d'éoliennes, des pales d'éoliennes, pardon, en Europe. Et ces pales étant très fragiles à la vibration, on a positionné sur ces pales des capteurs. Et lorsqu'effectivement, durant le transport maritime entre les États-Unis et l'Europe, il y avait des vibrations, à la première vibration sérieuse, on notait simplement ce qu'elle était. À la deuxième vibration sérieuse sur la pale, on savait qu'au port de destination, il fallait faire un audit total de la pale pour savoir si elle était toujours intègre. Et si jamais il y avait une troisième vibration sérieuse pendant le transport, dès qu'elle arrivait au port de destination en Europe, elle repartait directement chez son fabricant aux États-Unis. Donc c'est ça, si vous voulez, qui change, c'est-à-dire l'information se positionne aujourd'hui de plus en plus proche du terrain. Alors après, il faut savoir si dans vos activités, cela a un enjeu de pouvoir descendre justement cette digitalisation qui ne s'arrête pas seulement à vos bureaux, mais qui peut être sur vos quais, qui peut être dans les camions que vous utilisez ou vous affrétez, qui peut être au niveau des chauffeurs que vous avez ou que vous allez prester, au niveau des contenants, peut-être que vous voudriez suivre de façon extrêmement précise, et peut-être même au niveau de certains produits dont vous auriez peut-être la nécessité de tracer. Alors, quels sont ces capteurs? C'est la température, c'est l'humidité, et ce sont les vibrations, et parfois aussi les chocs importants. Voilà les 4 grands types de vibrations qu'on est capable effectivement de mesurer. Côté chargeur, là, la maturité, elle est un peu plus complexe. Généralement, et je pense que vous en faites partie, vous organisez plutôt le transport avec des outils bureautiques. C'est à peu près dans 100% des cas. Vous avez toujours un téléphone, un Excel, peut-être une messagerie électronique et encore du fax. C'est pas impossible pour permettre effectivement, on va dire, d'organiser vos transports. Si vous avez un ERP, vous avez peut-être même développé quelques fonctions de transport au sein de votre ERP. Là, il y a à peu près 8 entreprises sur 10 en France qui l'ont fait.
Vision WMS, là on est un peu à l'inverse du TMS, du transport. C'est plutôt bien digitalisé les entrepôts. Généralement en France, les entrepôts de plus de 5000 m² ont tous un WMS. C'est rare quand vous rentrez dans un entrepôt que vous voyez quelqu'un avec un crayon, un papier en train de noter voilà, avec un stylo ce qu'il est en train de faire. Vous avez bien sûr les gens ont plutôt des pistolets de flashage, ont des tablettes, ont parfois des casques pour permettre effectivement de faire de la préparation vocale, voire parfois des lunettes en réalité augmentée pour les aider à faire de la préparation. Donc autant la logistique est assez bien digitalisée, autant le transport l'est un petit peu moins. Et quand vous passez sur les solutions, stations-chargeurs, on verra ce que c'est. Les stations-chargeurs, c'est des stations multitransporteurs qui vous permettent d'éditer dans vos entrepôts d'expédition les étiquettes de vos transporteurs. Lorsque vous en avez besoin, lorsque vous faites appel à des transporteurs de réseau, messagers, expressistes, monocolistes, intégrateurs, ça peut avoir effectivement pour vous l'intérêt, si vous avez ce travail-là, plutôt que de donner ça à une agence de départ du transporteur où c'est lui qui fait l'étiquetage, si vous voulez le faire en amont, vous pouvez le faire à travers ce type d'outils. Et il y a un chargeur sur 10 en France, pardon, qui l'utilise. Regardons les plateformes digitales, là on s'est rendu compte effectivement que là, bon, même s'il y a beaucoup d'informations, si vous lisez de la presse un peu digitale dans les revues spécialisées transport qu'on connaît tous, l'officiel Supply Chain Magazine, il y a beaucoup d'articles sur la partie digitale et on entend beaucoup parler de ces plateformes. Voilà, à peu près, moi je compte à peu près un chargeur sur 3 aujourd'hui qui s'est intéressé à une plateforme et qui a peut-être réalisé un POC. 2 tiers des chargeurs aujourd'hui disent, écoutez, moi, pourquoi je me mettrais en intermédiation, une plateforme en intermédiation de mes transporteurs et moi, c'est pas forcément dans mes objectifs, puis je sais pas forcément très bien non plus ce que ça fait. Donc le marché démarre, mais ce n'est pas un Big Bang. Et puis enfin le TMS, où là on pourrait croire que des TMS, il y en a partout. Bon, premier axe déjà, les TMS, ils sont pas tant disponibles chez les transporteurs. Vous n'avez qu'un transporteur sur 4 en France qui a un TMS. Pourquoi? Parce que vous le savez, le marché du transport est très atomisé, 40 000 transporteurs en France notamment, et que pour installer un TMS, il faut commencer à avoir une activité relativement importante. Généralement, un transporteur s'équipe d'un TMS dès lors qu'il atteint à peu près les 30 camions. En deçà de 30 camions, il organise, on va dire, son transport avec sa tête, il se débrouille à facturer avec Excel ou avec Word, mais généralement, il n'a pas tellement de TMS. Un véritable TMS de planification et d'exécution, c'est à partir de 30 camions. Et quand vous commencez à compter les transporteurs en France qui ont plus de 30 camions, vous vous rendez compte que ça se réduit à peau de chagrin. À peu près sur les 40 000 transporteurs en France, vous en avez à peu près 13 à 14 000 qui ont un TMS. Voilà. Les autres n'ont pas de solution digitale transport dédiée de type TMS. Et pour les chargeurs, c'est encore un peu pire parce que pour un chargeur, c'est un outil de gestion. En France, vous n'avez qu'un chargeur sur 10 qui est un véritable outil d'exécution et de planification du transport. Voilà. Le marché mondial le plus mature, c'est le marché nord-américain avec 4 chargeurs sur 10 qui a un TMS. Voilà, donc tout l'enjeu, là, c'est de tenter dans les années qui viennent de digitaliser, de progicialiser, on va dire, l'activité transport pour basculer de vos outils Excel, on va dire le premier TMS de France c'est Excel, de basculer des outils bureautiques vers des outils dédiés, des outils progicialisés qui vous permettraient effectivement d'avoir une gestion beaucoup plus efficace et beaucoup plus optimisée de votre transport. Slide assez terrible, la modélisation du transport. Vous avez ici exprimé l'ensemble des besoins fonctionnels qu'un chargeur pourrait effectivement avoir la nécessité de digitaliser. Vous avez un bloc opérationnel en orange assez important, mais aussi un bloc tactique et stratégique que vous avez sur la droite, à partir desquels, évidemment, vous pourriez tenter de vouloir avoir des digitalisations. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous présenter l'ensemble de ces briques, mais vous voyez que c'est un schéma quand même qui est assez large, en tout cas beaucoup plus large qu'un WMS. WMS, c'est beaucoup plus réduit souvent en fonctionnalité. Le transport, c'est extrêmement large. Et du fait de cette largeur et du fait de l'évolution des solutions logicielles, on est aujourd'hui dans ce monde-là. Alors, ce que vous voyez en légende en bas, c'est effectivement des acronymes, excusez, anglo-saxons. C'est vrai que c'est plutôt les anglo-saxons là qui gagnent sur les acronymes. Il n'y a pas de véritable traduction française. Qui effectivement sont tous les types de solutions logicielles que vous pouvez envisager pour digitaliser le transport. Donc, vous avez bien sûr les TMS en rouge, mais en dessous des TMS en violet, vous avez les RPO, les logiciels d'optimisation de tournée ou de chargement. Vous avez ensuite les CMS, ces fameuses stations-chargeurs qui permettent évidemment de digitaliser, enfin en tout cas de générer des étiquettes de transport. Nos fameuses plateformes digitales transport, les TMP, Transport Management Platform. Mais vous avez aussi des nouvelles générations de plateformes dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, qui font du freight audit and payment ou du contrôle, de la tour de contrôle, donc qui vous proposent de vous affranchir de ce genre de mission et de le faire pour vous. Et puis enfin, vous avez des solutions OCB, donc pour gérer toute la télématique
transporteurs, enfin en tout cas camions, et toutes les plateformes SSS spécialisées pour gérer notamment la matière dangereuse. Donc comme vous le voyez dans cet écran-là, bah, si on faisait une étude de savoir ce qui est en must-have pour vous, les fonctions qui seraient complètement majeures dans votre activité, celles qui seraient en nice-to-have et celles dont vous n'auriez pas besoin, si vous ne touchez que les fonctions rouges, bah, c'est parfait, un TMS suffit. Mais si vous commencez à avoir des besoins sur d'autres fonctions, et ben c'est là où vous dites je ne peux pas simplement avoir un TMS, il va falloir que je m'engage dans une suite logicielle avec probablement un TMS, mais aussi peut-être des plateformes digitales pour m'aider évidemment à pouvoir compléter mes capabilities transport que je souhaite digitaliser. Donc là, vous voyez, tel que vous le voyez, un TMS aujourd'hui, ça coûte 50%, ça couvre 50% des capabilities transport. Tout le reste est couvert par d'autres solutions logicielles. Alors, une solution, pourquoi faire? Un TMS, pourquoi faire? Quelle est la raison première et majeure pour un chargeur d'acheter un TMS? C'est parce qu'il veut maîtriser le transport, il veut notamment maîtriser la planification et l'exécution de ces factions de transport. Et ceci dans un cadre plutôt dynamique. Bon, si vous faites un plan de transport statique en mettant un transporteur par ligne, vous pouvez le faire dans votre ERP. Il n'y a pas de valeur d'avoir un TMS. Mais si, au contraire, vous voulez mettre plusieurs transporteurs sur une ligne et que vous voulez, à chaque expédition ou à chaque cotation, les challenger et trouver celui qui est le moins cher ou trouver celui qui a le meilleur taux de service, alors là, un TMS devient intéressant, surtout si vous avez des saisonnalités. Donc là, vous pouvez imaginer des plans de transport par saisonnalité, des volumétries irrégulières, ou si vous avez régulièrement à changer de transporteur sur un axe, parce que d'un coup, c'est lui qui est bon, et dans l'autre coup, c'est un autre qui est bon. Donc tout ça, si vous voulez, dès lors que vous avez des problématiques d'affrètement, des problématiques de planification et d'exécution du transport, un TMS s'entend effectivement et il faut effectivement vous interroger et regarder ce type d'outils. Si en revanche, vous n'avez du transport qu'à travers des transporteurs de réseau, donc vous dites, moi je me donne des messagers, des expressistes, des intégrateurs, des monocolistes, tout mon fret. Vous n'avez plus besoin de TMS, puisque ce sont eux qui organisent le transport pour vous. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin, c'est un CMS, c'est-à-dire une station chargeur, qui vous permet, alors qu'est-ce qu'une station chargeur? On verra tout à l'heure, mais c'est une station multi-transporteur qui gère les codes de consignation d'un ensemble de transporteurs et qui vous permet, sur vos lieux d'expédition, d'éditer l'étiquette de la prestation du transporteur que vous avez choisi et que vous allez mettre vous-même sur vos colis ou vos palettes. Et en plus, ça vous permet d'envoyer le DI au transporteur. Donc si vous avez effectivement, si vous ne faites appel qu'à des transporteurs de réseau, c'est plutôt une station chargeur qui l'emporte sur un TMS. Si maintenant vous dites, moi, je veux mieux collaborer avec mes transporteurs, j'en ai marre de les appeler 20 fois au téléphone par jour, j'en ai marre de leur envoyer des fichiers Excel qui lisent, qui ne livrent pas, là, vous avez intérêt à vous intéresser aux plateformes collaboratives dont on parlera tout à l'heure, parce que ces plateformes, pour un certain nombre, ont permis effectivement d'ouvrir tout un ensemble de fonctions, déjà des fonctions qui vous permettent de traiter journalièrement vos activités avec les transporteurs, de l'affrètement, des cotations, des prises de rendez-vous, de la validation de préfacturation si vous le souhaitez, mais aussi certaines vous propose d'aller plus loin, d'avoir du tracking, d'avoir du yard management, de gérer le dernier kilomètre, etc., etc. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Et enfin, pourquoi pas une plateforme externalisée? Ça, c'est une tendance qui nous vient d'Amérique du Nord et qui, évidemment, sont des plateformes pour lesquelles on vous propose de faire le job à votre place. Donc, les premières plateformes sont des plateformes qu'on appelle de Freight Audit and Payment, donc qui vous proposent de faire le contrôle de facture pour vous. C'est elles qui contrôlent vos factures de transport. Vous leur donnez les EXP, ils vont chercher les codes événements, parce que parfois ça génère des coûts de facturation supplémentaires, et ils vont chercher les factures digitales chez les transporteurs. Ils contrôlent vos factures. Dès qu'il y a des écarts, c'est eux qui gèrent les avoirs avec les transporteurs jusqu'au recouvrement. Et comme ces plateformes ont beaucoup d'informations, généralement avec le Freight Audit and Payment, elles se sont souvent ouvertes à vous proposer aussi de vous construire en fait des dashboards et des KPI pour votre compte et de vous offrir effectivement le fait de vous mettre à disposition des tours de contrôle. Donc voilà un petit peu ce panorama global qui vous attend et qui peut vous amener demain, vous voyez, à avoir une définition un peu, on va dire, différenciée de vos systèmes d'information. Alors vous avez ces 5 axes, c'est généralement classique, votre ERP avec vos commandes commerciales que vous gérez, probablement un WMS si ce n'est géré dans l'ERP pour gérer toute la partie préparation et stockage. Puis vous pourriez effectivement aller vers un TMS, là qui devient vraiment votre outil interne, comme votre ERP de transport, on va dire, pour gérer toute la planification et l'exécution du transport, avec des problématiques de taxation que vous pouvez avoir, et de contrôle de facture. Mais vous pouvez aussi compléter ce TMS par des stations chargeurs, ce que vous voyez en bas
en bas sur la gauche, je mets un pointeur, hein, qui sont des stations multitransporteurs, qui sortent les étiquettes et envoient le DI au transporteur. Et si vous voulez collaborer avec les transporteurs, ben là, vous faites appel à des plateformes digitales pour faire des appels d'offres électroniques, pour gérer des affrètements, pour gérer le slot management, pour avoir des ETA, donc du tracking si vous le souhaitez, pour gérer du yard management, des arrivages de vos camions sur des plateformes. Et enfin, ces plateformes externalisées qui vous permettent évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, d'externaliser notamment le contrôle de facture ou la construction de dashboard. Alors, pour aller assez vite, parce que le temps passe très très vite, un TMS, à quoi ça sert? Un TMS, généralement, il y a le premier avantage de centraliser toutes les commandes de transport et toutes les notions d'emballage, de colisage que vous pouvez avoir. Ce n'est pas toujours le cas chez vous, vous en avez un peu partout. Ça, avoir un TMS, ça permet effectivement de concentrer toute la donnée, ce qui est majeur pour la suite, évidemment, de la digitalisation du transport. Bien sûr, un TMS permet, et c'est lui son action, de mettre sous contrôle par planification, donc d'affecter à chaque commande de transport un prestataire. Donc soit le choix du meilleur transporteur, ça c'est le plus intéressant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un transporteur dynamique, plusieurs transporteurs se ligne, soit comme un ERP, vous pouvez faire un plan de transport fixe, un transporteur par ligne, et si vous avez de l'informatique embarquée dans une flotte en propre, vous pouvez pousser des missions conducteurs directement de votre TMS sur vos chauffeurs, tout en vérifiant ici, bien sûr, que vos chauffeurs et vos camions sont bien disponibles. Le TMS permet de gérer aussi la disponibilité de vos moyens de transport si vous avez une flotte en propre. Bien sûr, le TMS, quand vous avez planifié, exécuté le transport, vous permet effectivement de mettre sous contrôle la partie finance, donc de taxer l'ensemble de vos commandes de transport pour en faire du contrôle de facture ou de la préfacturation. Pouvoir aussi aller au-delà du transport pour mettre sous contrôle le coût des litiges et du dédouanement. Et peut-être, si vous avez une activité de mandataire ou de commissionnaire, ça arrête dans certains cas, de générer des factures de vente. Ça, c'est possible avec certains TMS. Il y a des briques de simulation, des briques de transport dans un TMS pour vous aider à préparer vos appels d'offres et des briques nouvelles en gestion de contrat qui vous permettent d'aller au-delà des grilles tarifaires dans un TMS, c'est-à-dire ça permet de gérer vos contrats en tant que tels, les dates de contrat notamment, et une GED pour les conserver digitalement dans un système central, mais c'est aussi la possibilité de gérer des quotas, donc vous pouvez faire des quotas par transporteur et ça les met sous contrôle. Ça permet de gérer la dépendance financière, si vous craignez la dépendance financière avec certains transporteurs de taille un peu modeste, vous pouvez mettre des maximums de tonnage ou de chiffre d'affaires que vous pouvez leur donner, et ça peut calculer automatiquement des bonus-malus. Si vous souhaitez développer ce genre de choses, ça peut effectivement vous être intéressant de les avoir. Si vous souhaitez maintenant avoir une logique effectivement d'optimisation, donc là effectivement là on sort du TMS, là il faut compléter votre TMS par ce qu'on appelle un solver, donc un logiciel d'optimisation de tournée, de voyage, de chargement ou de réseau. Pour du jour au lendemain ou pour du tactique. Ça peut aller pour présenter sur la semaine de l'optimisation de transport pour tenter de mieux fréquencer par exemple vos livraisons ou lisser une activité dans le temps. Et ça va jusqu'au logiciel de network design qui vous permettent effectivement de revoir le géocentrage de vos plateformes et de vos entrepôts si vous avez besoin de le faire. Donc là, on sort, vous voyez, du cadre TMS déjà pour entrer dans des solutions d'optimisation. Si vous faites appel au marché des plateformes, des TMS, vous avez généralement 3 types d'éditeurs, des pure players qui ne font que des logiciels de TMS, comme DDS par exemple en France. Vous avez ensuite des éditeurs qui font plusieurs types de solutions logicielles, des OMS, des WMS, des TMS, des solutions d'APS aussi. Et ça, si vous souhaitez effectivement avoir un éditeur pour l'ensemble de vos logiciels de la supply chain, vous avez ces spécialistes-là. Et enfin, vous avez les ERPistes qui de plus en plus, effectivement, ou en tout cas ces 10 dernières années, font beaucoup d'efforts pour vous offrir des solutions, notamment de WMS et de TMS. Voilà, en complément de l'ERP de gestion que vous avez peut-être chez eux. Alors, une station chargeur, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai dit, c'est une station donc full web généralement. Aujourd'hui, il y a 20 ans, elles étaient encore sous forme PC, mais aujourd'hui, elles sont full web. C'est une station qui est connectée généralement à votre WMS ou à votre ERP qui gère la partie logistique et qui vous permet donc de récupérer en transférement les expéditions plutôt que de les saisir, de consolider vos expéditions si vous devez les consolider, consolider des BL en expédition pour avoir les prix meilleurs, en consignation d'avoir les étiquettes effectivement du transporteur, de clôturer effectivement ensuite ces expéditions dans le camion que vous avez expédié et quand le camion est clôturé, d'envoyer le DI. Et vous verrez même que ces stations, mais je ne vous l'ai pas mis là,
envoient, au-delà d'envoyer l'EDI aux transporteurs de réseau, ont aussi développé quelques petites fonctionnalités de type TMS. C'est pour ça qu'on appelle ça parfois des TMS Lite. Comme ils envoient l'EDI aller, ils sont capables de recevoir l'EDI retour, donc ils ont la traçabilité. Et puis parfois, on peut même intégrer quelques grilles de prix pour permettre effectivement de valoriser ces expéditions. Si j'ai pas de TMS, mais que je veux quand même arriver à valoriser mes expéditions, je peux le faire dans ce type d'outils logiciels. Voilà. Quelques types de stations, enfin de stations chargeurs. Donc les Français que vous connaissez peut-être, Telia, TDI, Sigma, donc qui ont l'avantage en fait d'être très présents sur l'ensemble des prestataires étrangers et français en France. Après, vous avez des plateformes un petit peu plus européennes. Alors certainement, elles ont plus de transporteurs européens que les françaises, mais moins de transporteurs français. Et puis les grosses plateformes américaines qui, elles, sont mondiales, mais qui généralement s'arrêtent aux parcelles. Elles ne font que le colis et elles ne travaillent généralement qu'avec les très gros intégrateurs mondiaux, les FedEx, les UPS, les DHL, et ils sont valables effectivement. Voilà, si vous avez une activité parcelle, elles sont très intéressantes, là elles sont mondiales. Mais si par exemple vous voulez faire appel à un petit messager français, vous voulez avoir un Ormatran ou un Leroy Logistique, là il faudra plutôt aller vers une station chargeur de type France. Donc voilà, dans toute cette décomposition fonctionnelle où on a vu le TMS plus les solveurs, là maintenant vous avez la brique rouge, c'est-à-dire cette brique que les stations chargeurs vous rajoutent pour permettre d'éditer les étiquettes transport. Alors, les fameuses plateformes, pour terminer, c'est ce qui est probablement le plus intéressant. Et voilà, il me reste encore, j'ai que 5 grosses bonnes minutes pour finir là-dessus, c'est parfait. Je tiendrai le timing. Donc, quelles sont l'origine de ces plateformes? Je vous avais dit dans les années 2000, des Transport and Transwide se sont créés pour tenter de faire collaborer au jour le jour des transporteurs et des chargeurs. Donc, on arrête de s'envoyer des mails, des fax. On travaille sur une plateforme pour faire de l'affrètement, prendre des rendez-vous, valider des préfacs, organiser des appels d'offres. Et à partir des années 2010, il y a des plateformes qui se sont un petit peu intéressées à jouer en se disant on va faire des plateformes de mise en relation, c'est-à-dire plutôt dans le marché du spot, plutôt vers les petits chargeurs, les TPE et les PME, on va leur proposer en fait une plateforme de mise en relation avec les transporteurs. Donc on source, on leur choisit le meilleur transporteur au meilleur prix, et lorsque en fait le chargeur valide le transporteur et le prix, alors il est en contact avec le transporteur et il fait le deal. Et ça a donné lieu à partir de 2017 à certaines plateformes de mise en relation qui se sont dit pourquoi on va s'arrêter au spot? On veut aller aussi vers le cadencé, et comme le cadencé, c'est comme 80% du business en Europe, le spot c'est que 20% du transport, ils se sont dit nous on va prendre la casquette de commissionnaire de transport, comme un XPO ou comme un Géodis, et on va faire du transport digital, d'organisation du transport digital. Et ils sont positionnés comme de véritables commissionnaires de transport, et en prenant la responsabilité d'ailleurs commerciale totale, comme un commissionnaire traditionnel. Et ça, ils sont développés depuis les années 2015. Assez fortement, on va en reparler. Ce qui fait que à partir des années 2017, les commissionnaires traditionnels, venant voir cette concurrence, ont commencé évidemment à s'intéresser eux aussi aux plateformes et ont ouvert leur propre plateforme digitale. Pour la définition d'une plateforme digitale, vous voyez, elle nous pousse beaucoup, et par rapport à la Covid, elles ont amené des éléments très importants, la dématérialisation documentaire, la ICMR notamment, la IBLR, donc la possibilité de dématérialiser des bons de livraison, mais la livraison sans contact. Voilà bien effectivement des fonctions qui ont permis dans les plateformes de dernier kilomètre pour les prestataires de transport et pour certains chargeurs qui maîtrisaient le dernier kilomètre, à gérer notamment ce type de choses. Donc ça a affiné un modèle existant très important, mais ça a permis de créer de nouveaux business models. Je vous parlais des forwarders 2.0, des commissionnaires digitaux qui sont apparus, les imprimantes 3D, où aujourd'hui, quand vous cassez la pièce de votre machine à laver, vous ne l'appelez plus de Chine, mais c'est l'agence de livraison. Il y a des expériences comme ça aux États-Unis qui sont faites par FedEx et DHL notamment. Votre pièce de machine à laver, en fait, on demande le plan de construction de votre petite pièce. Elle est construite sur une imprimante 3D dans l'agence de livraison. Et le transport, lorsque la pièce est prête, n'est plus de Chine vers votre domicile, mais de l'agence de livraison la plus proche de chez vous, le transporteur, à votre domicile. Et puis la Green Delivery, j'ai de plus en plus de clients qui commencent évidemment à choisir des modes de transport, on va dire, alternatifs. Pour faire, par exemple, j'ai un client qui livre le centre-ville, les grands centres-villes de Paris. Aujourd'hui, il a décidé, depuis le début 2020, de ne livrer qu'en électrique. Voilà. Et vous commencez à avoir pas mal de transporteurs aussi qui s'équipent au gaz pour de la livraison urbaine. Bon, le drone, c'est très anecdotique, mais bon, ça fait partie des axes demain qui seront vus. Augmentation de la stabilité, j'en ai déjà parlé. Vous arrivez à mieux collaborer avec vos transporteurs, vous pouvez faire valider des préfacs, vous pouvez faire contrôler à distance vos factures par une plateforme.
Vous avez des nouvelles sources de sourcing avec ces plateformes, parce que ces plateformes ont un grand nombre souvent de transporteurs que vous pouvez sourcer. En tout cas, vous avez des accès à l'information beaucoup plus grands. Et puis les nouveaux services, ce fameux tracking prédictif dont tout le monde parle et dont la plupart de mes clients effectivement sont sensibles. Donc on veut le camion qui part de l'entrepôt puis on ne sait plus rien, et sauf si le destinateur au bout il crie parce qu'il ne voit pas le camion, on en a marre. On veut avoir de l'estimated date of arrival calculé en temps réel, et on veut savoir si jamais le camion va arriver en retard ou pas. Donc ça, c'est très important, ce tracking. L'IoT, le tracking des objets dont je vous parlais tout à l'heure, avec les réseaux bas débit, LoRa et Sigfox, qui sont apparus pour permettre effectivement de contrôler une palette, un conteneur, ou même un produit. Et puis des problématiques de premier kilomètre et dernier kilomètre qui se deviennent de plus en plus sensibles à gérer, parce que l'expérience client, généralement, repose aussi là-dessus. Et voilà, et les plateformes sont là pour mettre on va dire en lumière l'ensemble de ces fonctions. Voilà une cinématique de l'ensemble des plateformes digital transport que j'ai pu noter en Europe. Il n'y en a que la moitié, hein, j'en ai représenté 100 et je pense qu'il y en a encore une centaine. Je ne les connais pas forcément toutes, mais j'ai déjà bien gratté, j'en ai trouvé 150. Mais là, voilà, j'en ai déjà mis 100 parce qu'après, j'ai plus de place pour les mettre. Donc, vous voyez que ce n'est pas tellement évident de s'y repérer. Donc, moi, je travaille beaucoup avec mes clients pour tenter évidemment de vous donner des visions un peu plus claires. Donc, généralement, je travaille sur 6 axes. Les plateformes pour collaborer, hein, l'organisation de ce transport de tous les jours. Les marketplaces, qui sont des plateformes de mise en relation pour permettre de faire, on va dire, des deals commerciaux en direct entre les chargeurs et les transporteurs. Des plateformes de traçabilité, des plateformes de gestion du dernier kilomètre, des plateformes d'appel d'offres, et enfin ces fameuses plateformes qui externalisent vos besoins de contrôle de facture. Voilà, donc vous voyez que toutes ces plateformes digitales, elles finissent de couvrir l'ensemble du concept logiciel par tout ce qui est en rouge. Vous voyez que ces plateformes digitales, depuis 5 ans, se sont un petit peu imposées pour tout ce qui est collaboratif et que vous voyez ici, pour calculer souvent les gaz à effet de serre, pour effectivement construire des dashboards, pour vous permettre de faire des appels d'offres électroniques, pour faire de yard management, pour mettre sous contrôle des activités extrêmement pointues comme l'ADR, pour gérer le premier et le dernier kilomètre, pour gérer de la demande de cotation directement avec les transporteurs. Donc vous voyez que si jamais ces briques-là sont importantes pour vous dans votre digitalisation, alors il faudra effectivement vous intéresser à ces plateformes. Alors, pour terminer, les plateformes, je vous fais encore et après, je vous ouvre les questions. Donc, généralement, moi, maintenant, avec les clients chargeurs, je travaille non plus sur une seule roadmap qui est celle de votre TMS, mais j'ouvre une deuxième roadmap. Donc, j'ai une roadmap moyen terme qui est TMS, qui est un projet à 12-18 mois, hein, parce qu'un TMS, ça se choisit pas et ça se déploie pas en 15 secondes 30. Mais on fait à côté une roadmap court terme à travers des plateformes digitales qui, si jamais le besoin s'exprime chez vous, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus courtes en temps à mettre en œuvre. Et ça vous permet, en fait, en suivant ces plateformes, ces plateformes digitales, d'avoir déjà un retour d'expérience beaucoup plus court que votre TMS en termes de digitalisation, et puis des retours sur investissement un peu plus rapides et un peu plus immédiats que votre TMS va vous permettre d'avoir. Et voilà, dans les appels d'offres que je mène actuellement, j'ai généralement cette double roadmap, et c'est assez efficace parce qu'on voit assez vite des résultats. Pour finir, quelques bonnes pratiques. Aujourd'hui, on ne fait plus de développement spécifique dans des logiciels parce qu'on ne peut plus suivre l'évolution de la technologie. Et si certains d'entre vous ont des solutions propriétaires, j'imagine que vous devez peut-être un petit peu souffrir de leur évolution qui doit être accélérée et ça coûte très cher de déployer des solutions. Donc, tournez-vous vers des solutions de marché qui généralement en plus aujourd'hui sont de plus en plus en full SaaS. Alors le full SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des instances multitenants, c'est-à-dire que c'est la même instance pour tous les clients. Ça veut dire qu'il n'y a plus de développement spécifique possible. Vous ne pouvez travailler qu'à travers des fonctions de paramétrage, certes très avancées, mais vous ne faites que du paramétrage des logiciels et vous créez en fait et vous travaillez sur une base standard. Voilà, donc là l'avantage c'est que l'éditeur c'est plus un simple vendeur de logiciels, c'est quasiment un partenaire qui vous associe d'ailleurs souvent chaque fin d'année pour faire évoluer la roadmap. Donc si vous avez besoin de fonctions qu'il n'y a pas dans le logiciel, il faut que vous soyez présent à ces rayons de roadmap pour pouvoir faire évoluer la solution dans le sens que vous voulez. Voilà. Ne vous précipitez pas enfin sur les solutions de marché. Ma méthode, en fait celle que j'ai déployée chez BP2R et qui a fait ses preuves depuis ces dernières années, c'est on commence déjà à regarder vos enjeux, vos objectifs transport. On ne parle pas logiciel au début. Pourquoi vous voulez digitaliser? Qu'est-ce que ça vous amène pour vous? Parce que c'est des axes d'efficacité interne, de productivité, ou parce que vous voulez offrir des services digitaux à vos clients, ou parce que vous voulez mieux collaborer avec vos transporteurs. Donc il faut déjà se poser ces questions. Quels sont les enjeux? Et quand les enjeux sont définis, alors on peut aller vers les types de solutions qui vous intéressent.
Ne vous arrêtez pas enfin au prix du logiciel, faites toujours une matrice ROI parce que même si parfois l'informatique ça coûte toujours trop cher, hein, quel que soit le domaine, on le sait, ça y a pas de problème. C'est pour ça que moi je travaille toujours en ROI et si effectivement, même si ça coûte un peu cher, vous avez des ROI rapides, vous pouvez vous dire que là effectivement ça vaut vraiment la peine de faire ce projet de digitalisation. Et enfin, je prêche un tout petit peu pour ma paroisse, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Pourquoi? Parce que c'est pas dans vos habitudes, hein, digitaliser le transport, hein, c'est pas dans vos activités de tous les jours. Vous savez pas ce que c'est, vous savez pas le TMS, vous savez pas les plateformes, vous savez pas les CMS, vous avez aucune, pas une grande connaissance du marché. Lorsque les éditeurs viennent vous voir, vous les comprenez à moitié. Donc n'hésitez pas à vous faire voilà, accompagner par des experts du sujet. Ça vous permettra d'aller plus vite, de pas faire d'erreurs et de prendre quelques raccourcis. Voilà, je vous remercie. J'ai été un petit peu vite, mais je voulais quand même qu'on ait un peu de temps quand même pour permettre de, je dirais, de vous ouvrir à la question. Donc voilà, donc je suis à votre disposition voilà, jusqu'à la fin de ce webinaire pour répondre, si vous le souhaitez, à vos questions. Eh bien, écoute, Yvan, merci beaucoup pour cette présentation, ce panorama à 360 degrés, cette photo aérienne, je dirais, Oui. des solutions digitales qui s'offrent aux transporteurs. J'aurais peut-être quelques questions à sauter, mais on va d'abord donner la parole à l'assistance. Donc, si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Éric Marvy a une question. Monsieur Marvy. Oui, bonjour. Éric Marvy, Elkem Silicon, basé sur Lyon. Bonjour. Oui. Ma première question, ça serait sur aujourd'hui la fiabilité sur les aspects de track and trace, d'estimation de date de livraison, enfin, ou d'horaire de livraison par rapport aux clients. La maturité de ces systèmes-là par rapport à la multitude des acteurs de transport et notamment sur les derniers kilomètres qui sont souvent faits par des petits acteurs qui ne sont pas forcément équipés parfaitement en matériel. Très bonne question, Eric. Alors moi, je dirais 30%. D'accord. Pourquoi 30%? Parce que 30% des camions en Europe sont équipés dans l'informatique embarquée. Et si vous voulez un système automatique de remontée, évidemment, de la géolocalisation et du calcul de tracking, il faut que votre transporteur ait effectivement un équipement en informatique embarqué. S'il ne l'a pas, si ça fonctionne sur de l'informatique mobile, avec le smartphone du conducteur, et que le conducteur doit faire des actions manuelles, je suis bien parti, je suis bien arrivé, par exemple, c'est beaucoup plus délicat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait que basiquement 30% sera automatique, mais pour pouvoir monter ce taux de succès, il faut que vous et la plateforme de tracking ayez une approche très partenariale avec les transporteurs pour les sensibiliser au fait que vous avez mis une plateforme de tracking, donc que vous demandez à leur chauffeur de remonter de l'information et qu'il fasse bien le job. Et généralement, quand on fait cette action, on monte à peu près à 80%. D'accord, parce que la problématique principale va être la multi-sous-traitance. Et bien sûr, on risque de perdre une maîtrise, même si on a confié au premier avec des bons moyens de tracking, on s'aperçoit quand même bien sur nos flux que l'on a de la multi-sous-traitance. Vous avez parfaitement raison. Ça veut dire qu'avec le partenariat que vous avez avec votre transporteur, s'il fait appel à des sous-traitants, qu'il voit effectivement que ce sous-traitant ait de téléphones mobiles, d'ailleurs les plateformes en prêtent parfois même transporteurs avant qu'ils ne s'occupent. Donc en tout cas que votre transporteur soit sensible à ce que les sous-traitants aient de l'informatique mobile, qu'ils puissent se connecter à la plateforme et faire ce travail de tracking. Donc vous avez raison Eric, c'est un sujet très délicat. Et en plus, commercialement, parfois, les plateformes vous racontent des choses extraordinaires. Oui, moi, je les tente beaucoup. Voilà, je les dis, vous arrêtez de dire des bêtises aux clients parce que ce sont des bêtises. Voilà. Maintenant, pour l'avenir, comme vous le savez probablement, lorsqu'on achète de l'Euro 6 en camion, les constructeurs, maintenant, les équipent automatiquement par un système en informatique embarqué. Ça y est, les constructeurs ont basculé. Parce qu'avant, si vous voulez, il fallait que le chauffeur, enfin, le transporteur, il achète en plus. Et équiper un camion, c'est entre 2 000 et 3 000 euros. Vous avez beaucoup de transporteurs qui disent, moi, j'ai pas les sous, je le fais pas. Et puis, je vois pas trop l'intérêt, donc je vais pas le faire. Aujourd'hui, lorsqu'ils achèteront un camion, il sera équipé en natif. Donc, à partir de l'Euro 6, je dirais, vous aurez beaucoup plus de camions qui seront nativement équipés en informatique embarquée. Et petit à petit, ce problème que nous soulevons aujourd'hui va disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, je pense que voilà, d'ici 6-8 ans, voilà, on aura 80% des camions, j'espère, qui seront géolocalisés, enfin qui auront de l'informatique embarquée en standard. Et là, je pense que la messe sera dite, vous n'aurez plus de problème. Vous aurez une qualité de remontée de TA globale.
Voilà, mais Ok. il faut un peu attendre. Voilà. Parfois, la technologie sont là, mais le marché n'est pas équipé. On est d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres Merci. questions? Oui. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en aurais une, bien sûr, qui me vient à l'esprit et qui est souvent posée, c'est par rapport à la multitude de solutions qui s'offrent sur le marché et des plateformes qui répondent à plusieurs objectifs et qui offrent plusieurs fonctionnalités, comment tout cela est interopérable? Et comment éviter effectivement de se retrouver avec, à devoir gérer plusieurs plateformes et plusieurs interlocuteurs. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui toutes les solutions sont interopérables ou est-ce qu'il y a encore des lacunes et à combler sur ce sujet? Alors, si vous avez déjà un TMS est une solution qui nativement est interopérable. On ne peut pas imaginer un TMS non communicant, ça n'a pas de sens. Un TMS intègre de l'information, la traite et la rend. Et toutes ces plateformes, généralement, ont des technologies d'interopérabilité extrêmement avancées sur des web services et des API. Donc l'interopérabilité entre des TMS et les plateformes marche très bien. Les problèmes d'interopérabilité se posent souvent lorsque vous avez un système d'information, vous, interne, un peu vieillissant, parce que vous n'avez pas de TMS, vous avez qu'un ERP, un peu vieillissant, pas trop communicant, ou là, évidemment, qui ne sait faire que du fichier à plat, et c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faut que vous ayez une véritable, je dirais, appréciation de l'interopérabilité déjà de votre système d'information interne. Quelle est sa capacité de communication avec l'extérieur? L'extérieur, les solutions logicielles sont extrêmement communicantes, toutes, parce que c'est leur base. Elles ne peuvent fonctionner que si elles sont communicantes, vous l'imaginez bien. Donc ne vous posez pas la question de l'interopérabilité des plateformes, posez-vous la question de l'interopérabilité de votre système d'information existant et interne, si je puis me permettre. C'est clair, merci. Voilà, Il Christian. faut balayer devant sa porte avant de parler, Je n'oserais absolument. pas le dire, mais c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez une chose qui est en train de se passer. Vous voyez les 200 plateformes que je vous ai présentées, elles sont en train petit à petit de s'organiser. Quand je prends la plateforme, par exemple, comme Transporeon, plateforme allemande, qui est une des plateformes historiques, qui s'est créée en l'an 2000, vous avez aujourd'hui sur Transporeon 120 000 transporteurs actifs. Je dis bien actifs. 120 000 transporteurs actifs en Europe sur les 600 000. Donc déjà, pour un chargeur, le fait d'aller vers Transporeon, par exemple, c'est la possibilité de trouver 120 000 transporteurs, ou en tout cas qui ont l'habitude de travailler déjà sur cette plateforme, et avec lesquels, évidemment, si vous êtes un chargeur de plus à travailler, le transporteur sait déjà travailler sur cette plateforme, et il sera tout à fait OK pour travailler avec vous. Mais au-delà de ça, Transporeon fait partie des grosses plateformes qui ont effectivement les moyens, ils sont en train, eux, d'agréger des fonctions complémentaires. Ils ont racheté il y a 1 an et demi Sixfold, qui est une solution de tracking. Ils ont racheté l'année dernière Control Pay, qui fait de contrôle de factures, transport. Et donc, ils ont TI Contract, peut-être que vous utilisez déjà pour faire des appels d'offres électroniques. Donc, vous voyez que quand on rentre par la porte de Transporeon, on est en train de multiplier les solutions logicielles. Et je pense que le marché va aller de plus en plus dans son sens. Et pour répondre à ta question, effectivement, Christian, cela va simplifier demain l'interopérabilité, parce que je pense que vous serez un petit peu plus en one-stop shopping sur une grosse plateforme qui vous ouvrira sur tout un tas de fonctions. Aujourd'hui, c'est vrai, les plateformes, elles sont encore très verticalisées, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez du Mais tracking, c'est une plateforme. Vous voulez du Thunder, c'est une autre plateforme, etc. Oui, Christian. ouais, mais précisément, effectivement, donc c'est très bien effectivement d'avoir un seul interlocuteur, mais y a-t-il pas un risque par rapport aux plateformes historiques, comme tu visais à l'instant Transporeon, qui était historiquement, je dirais quand même ciblé sur la relation, chargeur-transporteur, sur Oui, oui, l'affrètement, pour faire court, oui, et qui a très bien travaillé là-dessus. oui. Vouloir effectivement s'étendre vers d'autres fonctionnalités, est-ce qu'il toutes ces plateformes, je vise pas Transporeon plus qu'une autre, mais est-ce qu'à Mm. vouloir tout faire, on risque pas à un moment donné de fragiliser l'édifice et puis de perdre en compétences, alors qu'il y a peut-être des Alors, spécialistes qui sont sur le sujet? Alors, c'est absolument vrai. D'ailleurs, j'ai eu un petit échange il n'y a pas si longtemps avec un des adhérents, d'ailleurs, Christian. Effectivement, c'est quelqu'un qui a voulu faire de la gestion de la matière dangereuse sur Transporeon. Non, non. Ce sont des plateformes qui sont globales, qui ont effectivement des process standards. Quand vous restez dans le process standard, ça marche bien. C'est plutôt efficace. Mais quand vous commencez à avoir des problématiques un peu pointues, elles sont vite dépassées. Et c'est là, en fait, où il faut faire appel à des plateformes
plus spécialisées. Donc, il ne faut pas croire que ces plateformes font tout. Elles commencent à faire de tout. Voilà. Pour être précis avec vous. Ça veut dire que si vous recherchez des besoins très... Si par exemple vous avez de la matière dangereuse, que vous voulez avoir une gestion de la matière dangereuse de façon complète, les incompatibilités dans les ordres, les incompatibilités dans les camions, une gestion mise à jour de tous les codes ISO en temps réel, les trem cards s'il manque sur vos sites, toute la gestion documentaire, qu'elle soit logistique ou transport, il y a des plateformes digitales spécialisées là-dedans. Et à ce moment-là, on fait appel à ces plateformes juste pour ça. Et là, vous avez un service sur mesure. Vous voyez? D'accord. Mais après, effectivement, Christian, si tu veux faire, si tu veux affréter une totliner dans l'Europe, ouais, Transporion, c'est pas mal. D'accord. Alors, puisqu'il est prévu qu'on envoie ta présentation aux participants, oui. Est-ce que tu pourras ajouter une diapo pour lister ces plateformes spécialisées MD si tu les connais, si tu en as quelques-unes? J'en ai quelques-unes. Je vous pourrai effectivement vous donner cette information. Je mettrai un slide dedans qui vous donnera effectivement la plateforme. Elle s'appelle MD Service, hein, c'est Matière Dangereuse Service. D'accord, je connais. Voilà, Okay, c'est une des meilleures, je connais très très bien Monsieur Bernadet. Ils ont l'avantage, en fait, c'est des gars qui bossent tous les 2 ans à Genève, vous savez, pour faire évoluer la nomenclature des codes ISO de l'ADR. Donc ils sont un petit peu dans le sujet, si vous voulez. Non, mais il faut être sérieux, si vous voulez. Il faut aller vers les experts. Mais il ne faut pas demander à Transporion une matière dangereuse. Ils ne savent même pas ce que c'est la matière dangereuse de toute façon. Donc vous allez les perdre. Ils sont sur des problématiques très simples. Maintenant, si la problématique très simple vous suffit, c'est parfait. Prendre des rendez-vous avec des transporteurs, c'est parfait. Faire valider une préfacturation, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans des axes un peu plus pointus, et je sais que parmi vous, je pense que vu les véhicules sur lesquels que vous utilisez, les véhicules spécialisés, voilà, ayez cette attention quand même. Toutes les plateformes ne vont pas pouvoir répondre à toutes vos problématiques. Ça, c'est certain. Voilà. D'accord. Tu as évoqué tout à l'heure le ROI, Oui. très clairement. Est-ce que l'estimation du ROI entre typiquement dans les missions qu'apporte BP2R, une mission d'accompagnement de BP2R? Systématiquement. Ça fait partie des analyses qu'on fait avec vous. Quand on fait l'analyse de votre situation à date, hein, ce qu'on appelle le ASIS, et qu'on projette to be, c'est-à-dire comment vous serez demain avec la digitalisation, là, on va mesurer en fait les gains que vous aurez à digitaliser, ce que ça apportera à la digitalisation. Donc ça fera tous les gains que vous aurez, dont un certain nombre sont chiffrables. Il y a des gains qualitatifs, mais il y a aussi des gains financiers. Et puis de l'autre côté, nous, on a la capacité, on connaît un peu les prix de marché des solutions logicielles, on vous donne les prix de marché de ces solutions. Donc on est capable assez rapidement de vous calculer en fonction des solutions logicielles que vous souhaitez investir, vous dire, ça, tel type de solution, le ROI, en 6 mois, c'est plié. Celui-là, c'est en 8 mois. Celui-là, c'est en 18 mois. Et comme ça vous donne une vision financière que vous pouvez partager avec votre DAF, parce que c'est souvent là où le bas blesse, hein, c'est effectivement de bien pouvoir valider que l'enjeu de l'investissement, quand est-ce qu'il sera amorti? Et l'avantage des plateformes, généralement, c'est que vous en avez beaucoup où le retour est immédiat. Si vous faites contrôler des factures de transport par une plateforme alors que vous ne faites pas de contrôle chez vous par échantillon, vous allez avoir des retours immédiats. Voilà. Si vous mettez en place une plateforme de tracking, d'un coup, vous voyez clair sur l'arrivée des camions, vous allez avoir des retours sur investissement immédiats. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que tout à l'heure, tu as pu inquiéter tout à l'heure l'auditoire en disant effectivement le ROI pour un TMS, c'est sur le TMS, on est d'accord. Uniquement le TMS. Pour les plateformes, c'est nos limites. C'est nos limites, hein, c'est ça. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de budget. Mais pour le TMS, qui est la grosse machine, on va dire, digital transport, moi je conseille quand même, en dessous de 20 millions, il faut regarder. C'est pas évident, je dirais. Là, il faut affiner le retour sur investissement. À partir de 20 millions, c'est bon. La mécanique de la masse fait que vous aurez des retours sur investissement parfaitement, je dirais, acceptables. C'est-à-dire à partir de 20 millions, moi, généralement, j'ai des retours en 12-18 mois. Voilà. Le ROI, c'est 12-18 mois du TMS. Mais en dessous de 20 millions, je peux être à 20 mois, à 22 mois, à 24 mois, à 30 mois. Et là, ça peut commencer à piquer, évidemment. Voilà. Okay. Très clair. Nous arrivons à... Oui, au terme, ça va très vite. C'est vrai que c'est important de respecter les horaires parce que absolument. Très bien. Les agendas très chargés. Oui. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Yvan, pour la qualité de ta présentation et des échanges. Voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Partager. Voilà, et si vous avez des questions par ailleurs, n'hésitez pas à passer par Sacha et Christian. Et moi, je me ferai fort, bien sûr, de pouvoir vous donner des réponses au-delà, bien sûr, de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas. Bon plaisir.
Très bien, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, comme annoncé tout à l'heure, on vous enverra le support de la présentation. Et puis, donc, on reste à votre disposition. Moi, je rappelle bien évidemment qu'au sein du comité transport logistique, on se fait un point d'honneur, en tout cas, on essaie systématiquement d'avoir une présentation, je dirais, d'une solution digitale à chacune de nos réunions. Il y en a 3 ou 4 par an, donc ça reste du domaine de possible. Et bien sûr, on continuera sur cette lignée. Donc aujourd'hui, c'était un webinaire un peu particulier parce que l'idée, c'était de faire un arrêt sur image sur globalement le panorama, et de façon à plus vous orienter sur les choix vers lesquels vous pourriez vous orienter pour apporter des solutions en matière de digitalisation. En tout cas, encore merci à toi, Yvan, pour ta présentation, toujours claire et limpide et didactique surtout, c'est important. Okay. Merci Christian et merci à toutes et à tous de votre attention et de votre présence auprès de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.